à tous, bienvenue dans votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 27 septembre, on prendra des nouvelles de l'usine à gaz et de la mobilière. Quelques mois après l'inauguration de son nouveau bâtiment, quelle nouvelle manière de travailler et qu'a l'impact de son bâtiment sur ses employés? Nous y répondrons avec un membre de la direction. Et pour finir, on fera la fête avec la fête de la vigne et la fête du district de Nyon, l'occasion de lancer évidemment la période des vendanges. Pour commencer, petit tour du côté de la politique nyonnaise. À Nyon, d'ici 50 ans, le centre-ville sera-t-il totalement piéton? C'est la question que la municipalité tentera d'y répondre lors du prochain conseil communal, en réponse au postulat déposé par le conseiller communal Philippe Curatel, intitulé « Pour une extension de la zone piétonne du centre de Nyon ». Oui, il y a une demande d'une extension des zones piétonnes au centre-ville de Nyon. Évidemment, c'est une aspiration que la municipalité peut parfaitement comprendre. Nous pensons que c'est une juste démarche d'imaginer ça. Maintenant, il y a une question de temporalité. Alors, tout d'abord, ce que nous avons fait, c'est observer ce qui se passe, notamment à la place Saint-Martin, qui est un nœud avec la rue de la Gare, la place Bel-Air, l'accès à la colline de la Murat, la ruelle du Jura. Donc on a d'abord observé le nombre de mouvements qu'il y avait, et puis ensuite on a imaginé des interventions à court terme, ça veut dire au printemps prochain, pour avoir la rue de la Gare sud en zone piétonne et pour avoir des zones 20 ou 30 dans les rues qui sont proches de ce nœud. Et puis, pour le reste, ça sera plutôt dans un horizon 4 à 5 ans, parce que là, il faut attendre que le parking de Perton puisse être construit, ce qui permettra de libérer des places de parc qui seront compensées dans le parking Perton. Bonne nouvelle pour les communes. Un délai supplémentaire pour l'annonce de l'arrêté d'imposition pour l'année 2019 a été accordé. Explication au micro de Florian Cavallari. Alors, le canton de Vaud, le Conseil d'État a accepté un report pour le dépôt des arrêtés d'imposition après avoir plusieurs fois dit non. Si bien que la Commission des finances a jugé utile de profiter de ce délai supplémentaire et par conséquent n'a pas rendu son rapport pour ce Conseil, mais ça sera pour le Conseil suivant. Est-ce que les négociations qui ont eu lieu entre les associations de communes et le Conseil d'État vont changer quelque chose? On sait qu'il y a une enveloppe de 40 ou 50 millions qui a été redistribuée aux communes. Bon, pour nous, un accord, c'est mieux que pas d'accord, même si on considère que cet accord est insuffisant pour Nyon. Il y a un montant de l'ordre de 2,5 millions qui viendrait en compensation, mais d'un manque à gagner, entre guillemets, de 9 millions par rapport aux recettes sur les entreprises, les recettes fiscales des personnes morales. Donc oui, on a maintenant des chiffres, on va avoir des projections qui sont un peu plus précises que ce qu'on avait avant, mais ça ne va pas changer grand-chose. Pour le moment, on a encore un souci pour l'élaboration du budget 2019, puisqu'on a à la fois une diminution de nos recettes et une augmentation de nos dépenses, notamment liées à la facture sociale. Donc une situation délicate pour les finances communales. On s'intéresse à présent à l'avenir de l'usine à gaz. En pleine période transitoire durant 2 ans, l'association culturelle compose actuellement sans sa salle de spectacle, mais aussi avec une programmation réduite imposée et s'attend aussi à des baisses de subventions. Du côté des bonnes nouvelles, les collaborateurs ne seront pas licenciés et pourront désormais bénéficier d'un 13e salaire. Explication. Période de transition pour l'usine à gaz de Nyon. Transition d'abord car l'association doit faire sans sa salle de spectacle et revoir à la baisse sa programmation le temps de la construction de son extension. Transition également dans la comptabilité. Car si jusqu'à présent l'usine à gaz bénéficiait d'une convention l'alliant à la ville de Nyon et au conseil régional, celle-ci est arrivée à échéance. Et avant la signature de la prochaine convention qui débutera en 2021, il faut trouver des solutions provisoires. Effectivement, les baisses des budgets semblent normales dans cette situation et les baisses des subventions également.
Aujourd'hui, ce qui est prévu au niveau de ces baisses reste tout à fait raisonnable pour nous et nous pouvons fonctionner. Par contre, si ces baisses vont se répéter, ça risque de poser problème à long terme. Cette baisse, le Conseil régional, sous réserve d'approbation de son Conseil intercommunal, l'a déjà quasiment acté, en passant d'un montant de 100 000 francs annuels à 70 000 francs. Pas de quoi, a priori, impliquer une diminution des postes de travail à l'usine à gaz. Aujourd'hui, nous sommes 4 employés sur 3,5 postes. Pour l'instant, nous partons comme ça. Il faut savoir que nous étions 4,5, mais suite au départ de Pierre-Yves Schmitt, notre ancien directeur, son poste n'a pas été renouvelé. Mais le gros du subventionnement, avec 410 000 francs annuels, vient évidemment de la ville de Nyon. Et c'est lors du vote sur le prochain budget de fonctionnement de la ville, au mois de décembre, que le montant alloué à l'usine à gaz sera débattu. Effectivement, il y a des discussions maintenant, et c'est bien connu à Nyon, sur le budget 2019. Surprise à découvrir fin de l'année. Mais je peux d'ores et déjà dire qu'il y aura une probable baisse de la subvention par rapport à ce qui se donne actuellement. Car une question se posait. L'usine a-t-elle besoin de techniciens lors de ces années transitoires ? La réponse semble claire. On a besoin de techniciens, on a besoin de gens qui gèrent l'usine et puis surtout on a besoin de gens qui pensent à l'usine du futur et au chantier pour construire juste pour les besoins de la culture et de la musique. Il y a beaucoup de choses qui se font en coulisses. Nous montons plusieurs collaborations avec d'autres acteurs culturels de la ville de Nyon. Nous mettons à disposition notre matériel technique, les services techniques. Nous travaillons bien évidemment sur la future structure l'usine à gaz 2020. Nous travaillons sur les suivis du chantier, la recherche des fonds pour le nouvel équipement de l'usine à gaz. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se font. Une situation provisoire qui n'empêche pourtant pas l'usine à gaz de penser à ses 4 salariés en leur octroyant un 13e salaire qui n'avait jamais existé jusqu'à présent. L'association a souhaité mettre sur pied enfin instaurer donc un 13e salaire pour les employés. Alors l'association a essayé de travailler sur la politique salariale depuis plusieurs années. Malheureusement, elle butait régulièrement sur les limites budgétaires. Là, aujourd'hui, en vue surtout de ce nouveau centre culturel, elle doit absolument adapter sa politique salariale, moderniser les conditions de travail pour assurer une bonne gestion des futurs lieux avec des salaires décents et le personnel qualifié. Historiquement implantée à Nyon, la Mobilière a inauguré cet été ses nouveaux bâtiments, l'occasion pour l'entreprise de répondre aux exigences de demain et de revoir le fonctionnement de l'entreprise. Justement, on en parle avec l'un des membres de la direction, Christian Lamblay. Bonjour. Bonjour. Quelques mois justement après l'inauguration de ces bâtiments, quel bilan vous faites du côté justement de cette nouvelle manière de travailler ? Alors, après quelques mois, c'est un changement important. Il a fallu du temps pour les gens pour pouvoir s'habituer à cet environnement de travail. Donc, c'est un accompagnement qu'on doit fournir. Après 6 mois environ, le bilan qu'on peut tirer, c'est positif. Ça a confirmé pour nous la voie dans laquelle la Mobilière souhaite continuer. Donc, ce voyage-là, on va aller de l'avant. Au niveau des feedbacks qu'on a depuis les collaborateurs, je dirais que ça implique pour les collaborateurs plus de responsabilités, mais ça donne plus de liberté. Donc les collaborateurs ont plus de moyens finalement d'organiser leur travail et puis de répondre à ce qu'on attend. C'est aussi pour nous une occasion finalement de dynamiser le lieu de travail puisqu'on peut travailler sur différents endroits et c'est pas quelque chose sur lequel les collaborateurs reviendraient en arrière non plus. Personnellement, est-ce que vous avez du coup une situation concrète de comment votre temps de travail s'organise dans ce nouvel espace ? Oui, alors je peux citer 2 exemples. Si je prends quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le domaine de l'éditique, donc la mise en forme des documents, elle va passer une partie de sa journée dans un endroit du bâtiment pour regarder au niveau de la production, concrètement, la qualité des documents qu'on fournit à nos clients. Et puis peut-être que pendant 2 heures, 3 heures, une demi-journée, elle va aller ailleurs pour discuter dans le cadre d'un projet de documents qui seront sur de futurs produits et d'autres innovations. Un deuxième exemple, c'est typiquement ma journée d'aujourd'hui. J'ai commencé la journée avec 2 heures à la maison où j'ai pu traiter différentes choses où je n'avais pas besoin d'être au bureau. Je suis passé 1 heure au niveau du siège de Nyon pour traiter différents aspects avec le responsable CEO de Suisse Caution. Je suis venu ici pour cette interview et cet après-midi, je vais probablement retourner à Nyon pour traiter d'autres séances avant un événement qu'il y a ce soir. On sait que la Mobilière accorde une place importante à l'art, mais dans ce cadre du bâtiment, de l'art intégré, pourquoi avoir misé là-dessus, de l'art intégré ? Est-ce que c'était une manière finalement de correspondre à la ville de Nyon et à sa politique de l'art intégré ?
Alors c'est avant tout une volonté de la mobilière qui vient de son ancrage coopératif. On veut être proche des gens, ça implique aussi proche de nos collaborateurs et à ce titre on veut aussi les emmener dans ce voyage que fait la mobilière pour exciter finalement la créativité et puis la collaboration et l'engagement des collaborateurs. Donc c'était très important pour nous d'avoir cette dimension présente dans le projet. À ce titre, on travaille depuis 2015 avec Kerim Seiler qui est un artiste suisse de renommée internationale et puis qui a développé pour l'ensemble des sièges par rapport à cette rénovation du monde de travail qu'on appelle Work at Mobilière, un concept couleur. Et dans le cadre de Nyon, il a pu assigner différentes couleurs à différents étages, différentes zones de travail pour soutenir finalement cette image qu'on veut donner et cette dynamique qu'on veut instaurer dans le bâtiment. Un artiste suisse donc, mais pourquoi avoir misé sur lui et pas sur un artiste de la région ? Alors, c'est une excellente question. La Mobilière est aussi un groupe suisse dont le siège principal est basé à Berne. Et puis on cherchait un artiste qui soit représentatif de nos valeurs, qui corresponde à la Mobilière pour l'ensemble de la Suisse. Donc c'est quelqu'un qui est venu travailler en Suisse allemande comme en Suisse romande pour appliquer de manière ciblée, avec aussi quelque part la culture romande, cet engagement-là au niveau du siège de Nyon. Mais est-ce que c'est aussi finalement une manière de redorer son blason en apportant de la culture ? Non, je ne dirais pas. La Mobilière investit dans le temps, de manière durable, on ne cherche pas à maximiser et pour nous l'engagement sociétal fait partie, donc c'est très important et puis à ce titre-là on veut confirmer vraiment cet engagement plus large que strictement le domaine de l'assurance. On a l'exemple typiquement du prix Mobilière qui est de 1996, donc c'est pas nouveau, ça fait plus de 20 ans et puis on vise à récompenser là de jeunes artistes, des artistes qui au travers de leurs œuvres abordent de vrais thèmes sociétaux d'aujourd'hui. À l'avenir, vous annoncez également plusieurs changements, 250 millions pour assurer la transition vers le numérique et la création de 150 postes à temps plein d'ici fin 2019. Quels sont les objectifs ? Alors, il y a deux objectifs. Le premier, c'est soutenir la croissance. On a une croissance saine et durable depuis des années. On veut la poursuivre, on veut s'en donner les moyens. Et puis la deuxième, on sait que la digitalisation est un défi. Et puis on veut pouvoir accélérer cette phase de numérisation. Donc les gens vont principalement être investis. Ces 150 postes de travail seront principalement créés dans le domaine de la digitalisation, des projets, de la business analyse pour accélérer cette phase de transition pour la mobilière et donc pour ses clients. Pour coïncider justement avec l'avenir, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que la mobilière aille encore plus loin et aille dans le technologique à fond avec des portes qui s'ouvrent plus qu'automatiquement mais qu'on puisse régler depuis la maison carrément ? Est-ce que ça, vous y aviez pensé ? Alors bien sûr, on a pensé à plein d'axes différents. On peut vivre avec notre temps. Anticiper, il faut aussi laisser aux collaborateurs le temps de suivre et de l'accepter. On traite au niveau de l'assurance de beaucoup de technologies, on suit toutes les startups et ce genre de choses. Pour traiter l'intelligence artificielle, il y a plein de thèmes qu'on envisage de mettre dans des produits d'assurance de demain. Après, c'est aussi notre responsabilité de trouver le bon moment pour les introduire quand le marché est prêt et quand ça répond vraiment à un besoin client. L'innovation technologique n'est pas juste un gadget, ça doit être quelque chose qui sert nos clients. Et qui sert la population justement. Merci Christian Lamblay et puis bonne suite à vous. Merci beaucoup. Et je vous propose justement maintenant d'aller à Gland et de monter à bord du Pédibus intergénérationnel. La commune a été choisie par l'ATE, l'association Transport et Environnement, pour expérimenter une nouvelle mouture du projet où les aînés sont maintenant proposés et choisis pour accompagner les enfants à l'école. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce qu'on fait partie du Pédibus et ça nous arrive d'amener les enfants à l'école. Et puis c'est chouette, quoi. Et les enfants sont tout contents, ça les fait marcher, nous aussi, on est avec les petits. C'est chouette. Nous, on est arrivés nouveau à Gland et on trouvait ça nous a beaucoup aidé un peu à connaître les gens du voisinage, à nous organiser pour les enfants. Ça nous facilite d'aller au travail le matin, un peu plus tôt. Il n'est pas encore 8 heures que la caravane se met en marche direction Mauverney. Ici à Gland, on fête un double événement, la journée internationale à pied à l'école, mais aussi et surtout le premier pédibus intergénérationnel du canton. Aujourd'hui, on a participé avec quelques seniors à la journée internationale à pied à l'école avec l'ATE Pédibus Vaud qui nous ont contactés en fait pour que cette journée soit intergénérationnelle. Donc on est venu avec quelques seniors et puis par la suite l'idée en fait c'est que des seniors puissent aussi au fil de l'année scolaire accompagner des lignes pédibus et qu'on ait un peu ce lien qui se fasse dans les quartiers de seniors habitants Gland, qui puissent avoir des bons contacts aussi avec les enfants de leur quartier. Créé il y a une vingtaine d'années, Pédibus, c'est un système d'accompagnement des enfants à pied à l'école sous la conduite des parents. L'objectif est double, faire bouger et lutter contre l'encombrement des voitures aux abords des écoles. Deux problématiques entre guillemets qu'on observe actuellement, et ça a d'ailleurs aussi une des préoccupations de la police cantonale. On a d'un côté une baisse de la mobilité active des enfants, donc les enfants font moins d'efforts pour bouger, avec des problèmes de santé publique que ça pose. Et voilà en parallèle une augmentation des voitures, ce qu'on appelle un peu les parents taxis, donc les parents qui
amènent leurs enfants en voiture à l'école. Donc beaucoup de voitures autour de l'école, des dangers, en même temps moins de mobilité des enfants. Et du coup, le pédibus, c'est une bonne manière de répondre à ces deux problèmes. Et à Gland, ça marche plutôt fort. Avec ses 5 lignes du pédibus, la ville est après Lausanne la commune du canton où le programme connaît le plus fort développement. Près de 30 familles y participent. Pas étonnant donc que l'association Transport et Environnement ait choisi Gland pour lancer la mouture intergénérationnelle du pédibus. Il y a une très belle dynamique menée par des parents vraiment très motivés et des familles engagées. Et du coup, on avait envie d'inscrire ça à Gland aussi pour quelque part faire honneur au travail et à l'engagement des familles de Gland. Alors évidemment, les kilomètres à pied, ça use les souliers, mais ça permet aussi de commencer la journée en forme. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter les coordinations romandes et cantonales. Ileana Costantini ne finit pas de nous mettre de bons poils. La coiffeuse de Benien vient d'ajouter 2 titres mondiaux à son palmarès et justement, on a le plaisir et l'honneur de l'avoir avec nous. Ileana, bonjour. Bonjour. Alors justement, cette année, 2 médailles en plus. Exactement. L'or cette fois-ci. Oui, c'était l'or cette fois-ci, ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, j'ai énormément travaillé. Je me suis pas arrêtée pendant 5 mois. 5 mois intensifs de travail. Et c'est vrai que j'étais vraiment déterminée à avoir l'or en individuel cette fois. Et donc, j'ai tout misé dessus pour l'avoir. Beaucoup d'entraînement et c'était avec cette coupe-ci, justement. Ouais, votre manière à vous de travailler, c'est de miser tout sur la créativité. Mais sur quoi est-ce que vous vous inspirez? Alors, ça, c'est la bonne question. En fait, c'est un peu notre imagination. Et c'est là où ça joue un grand rôle. C'est que plus c'est créatif, plus c'est original, mieux ça vaut pour ce genre de concours. Pour ce genre de concours, parce que, évidemment, vous êtes aussi coiffeuse, mais du coup, pourquoi est-ce que vous avez voulu participer à ces concours et finalement vous challenger? Alors, en fait, c'est un rêve de petite fille un peu. Je me suis toujours dit qu'un jour, je voudrais être championne du monde. Et du coup, j'étais déterminée à y arriver. Et les concours, c'est vraiment un challenge que j'adore relever parce qu'on a une pression et on se pousse vraiment à aller au bout de nos limites. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait avancer et qui m'aide beaucoup. Donc, le championnat du monde, vous continuez d'y participer, mais depuis l'année dernière, qu'est-ce qui a changé? Alors, depuis l'année dernière, c'est-à-dire... Est-ce que vous avez eu, par exemple, plus de propositions? Oui, j'ai eu pas mal de propositions. Après, c'est vrai que mon but à moi, ce serait de partir travailler à l'étranger. Donc, je l'ai refait une dernière fois parce que je voulais vraiment avoir l'or en individuel et pour pouvoir ensuite me consacrer à mes projets futurs qui seraient de partir travailler à l'étranger. Mais finalement, ces concours, ça a permis aussi, ça vous a ouvert des portes? Ça m'a ouvert des portes, mais ça va surtout m'aider à m'en ouvrir plus tard, je l'espère, à l'étranger. Pour ce genre de coiffure, par exemple, combien de temps ça vous a pris? Alors, la coupe, elle doit être réalisée en 30 minutes. Donc, on s'entraîne tous les jours à la couper en 30 minutes. Et voilà. On voit ici justement des images du concours, mais finalement, vous vous y attendez à gagner cette médaille? Je m'y attendais, oui et non, parce que je la voulais. Mais il y a tellement de concurrence. Mais oui, si j'aurais été deuxième, j'aurais pas été contente. Ouais. Justement, votre futur, vous nous en avez parlé brièvement, mais quelle est la suite pour vous? Alors là, mi-début de l'année prochaine, j'envisage de partir quelque temps aux USA et avoir les autres villes, mais j'aimerais vraiment partir dans plusieurs villes à l'étranger. Et là-bas, spécifiquement, qu'est-ce que vous allez chercher du coup? Alors, ce serait plus pour la mode, le cinéma, etc. Donc, je vais aller là-bas pour un peu regarder ce qu'il y a comme possibilité et voir après qu'est-ce que j'en fais. Merci beaucoup pour ces précisions, d'avoir été avec nous et puis bonne suite à vous. Merci. Un repas pour le développement durable, c'est ce que proposait samedi dernier 2000 aux 4 coins du monde. AMI, l'association partageait sa 7e édition autour d'un menu solidaire qui visait à soutenir les paysans d'ici et d'ailleurs. AMI, on mange pour la bonne cause. Celle de The Mill, une opération consistant à se réunir simultanément en plusieurs endroits du globe pour partager un repas et soutenir les paysans. Ce repas, c'est un repas local, qu'avec des produits du terroir. Et le but, c'est de sensibiliser les gens à manger local. Alors aujourd'hui, il y a une soupe de courgettes froide avec toast, terrine de Ferrat. Après, il y a riz lentilles avec une ratatouille faite par notre chef Jamal Zakarian de Parfum de Syrie. Et en dessert, il y aura une tarte aux pruneaux confectionnée par un jeune de l'association. Je suis très conscient que notre terre est dans un très mauvais état et j'avais envie d'agir
pour changer les choses. Et puis, je sais que justement, ce sont les petites solutions, les petits gestes qui, ensemble, ont un grand impact et qui peuvent vraiment améliorer notre vie. Sous le chaud soleil qui darde ses derniers rayons estivaux, on mange pour un idéal durable et on soutient des associations locales et des projets globaux. Simi roule cette année pour Manampi, une association qui s'occupe de scolarisation d'enfants à Madagascar. De Katmandou à Montpellier, on soutient aussi un projet commun. Et là, le projet global, c'est mettre en place une base de données qui pourrait regrouper différentes associations et avoir un échange de compétences. Un exemple bête, qui a une association où un monsieur fait des panneaux solaires et qui a dans l'autre bout du continent qu'il aurait besoin, il pourrait être en relation par cette base de données et sans argent, vraiment en échange de compétences, comme une forme de troc entre guillemets. Cette idée de partager un repas sur les 4 continents a germé dans la tête de Michel Baumann dès 1999 à Genève, lorsqu'il fonde l'association Un repas pour notre avenir. En 2012, l'action internationale prend la dénomination The Meal. Elle l'essaimera dans des dizaines de villes. On agit local et on pense global. Pour pouvoir organiser The Meal, que ce soit en Suisse, en Europe ou dans le monde entier, il suffit simplement d'aller sur le site internet et de nous en faire la demande. Et après, vous allez recevoir un mot de passe et quelques conseils et des suggestions pour que ça se passe au mieux. Mais tous les regards des participants à The Meal sont déjà tournés vers 2020, car c'est à cette date qu'arrivera à Genève la Jejagat, organisée par Raja Gopal, un Indien surnommé le Nouveau Gandhi. Le but, partir de Delhi et rejoindre Genève en marchant pour délivrer un message de paix à l'ONU. C'est pas de la salade là ce qu'on raconte, c'est vraiment quelque chose de concret. Nous attendons au minimum 5000 personnes ici sur la plaine de Plainpalais en 2020 pour cette grande marche qui est là pour mettre en exergue la paix grâce à des outils qui sont très sympathiques et qu'on peut vraiment se servir correctement. Ce sont les 17 objectifs du développement durable. Après Genève et Paris, Mie est seulement la 3e commune à voir son législatif adopter une motion qui demande aux autorités d'accueillir les marcheurs de la Jejagat. Mie se positionne ainsi aux avant-postes du développement durable. Oui, mais pourquoi pas Mie pourrait s'associer à ces mouvements importants. Et je pense que peut-être qu'on pourrait être exemplatif et d'autres pourront venir s'associer à ça. Le parcours est long, on fait que donner le gîte et le couvert et organiser des échanges à la dernière étape, mais il y en aura plein d'autres avant. 2020, c'est encore loin, mais pour les organisateurs locaux de la Jejagat, c'est déjà demain. Le temps presse et l'association The Meal Mie recherche encore activement des bénévoles et des lits pour reposer ces jambes qui auront parcouru plus de 10 000 kilomètres. Merci. 3 municipaux ont démissionné avec effet immédiat de l'exécutif de Bassin mardi soir. Suite à ces démissions en bloc, la municipalité n'a plus le nombre suffisant de membres pour siéger. Le sort de la commune est donc entre les mains du canton. Jean-Pierre Deria, bonjour. Bonjour. En tant que justement préfet du district de Nyon, comment est-ce que vous analysez cette situation ? On est bien triste pour ce qui se passe. L'autonomie communale existe. Malheureusement, il y a des faits qui ont été ressortis, comme quoi la municipalité ne pouvait plus travailler ensemble, les 3 municipaux démissionnent. Alors nous, on doit prendre la mesure en tant que canton, on est quand même l'organe de surveillance des communes. Et bien entendu, dès que j'ai appris la nouvelle, qui est venue subitement, j'ai envie de dire, au conseil communal, j'ai tout de suite informé pendant la soirée Mme Métro, la conseillère d'État, car il lui appartient à elle de prendre les mesures selon la loi sur les communes. Ces mesures seront donc prises le plus rapidement, on l'imagine. Mais quelles sont les possibilités concrètement ? Alors, plusieurs mesures sont... C'est vrai qu'il faut régler, c'est l'immédiat. C'est vrai qu'une commune, maintenant, ne peut plus gérer. Et je reçois plein maintenant de messages. Le syndic me dit, est-ce que j'ai le droit de dépenser 600 francs pour un truc comme ça ? Donc, on doit répondre à l'immédiat. Et puis ensuite, il faudra prendre un peu de recul, savoir pourquoi il y a eu ces démissions. Et puis ensuite, le Conseil d'État doit décider. Alors, il a plusieurs possibilités. C'est de dire, on met en réserve la commune, on la met sous régie, entre guillemets, un administrateur qui gère le courant. Et puis, pendant ce temps-là, on essaie de préparer de nouvelles élections, de repartir sur des bases solides. Je crois que c'est ça qui est important. Donc, plein de scénarios sont possibles, mais moi, il ne m'appartient pas de les décider. C'est bien au Conseil d'État de le faire. En tant que préfet du district de Nyon, comment vous analysez cette situation ? Je veux dire, c'est quand même étonnant, finalement. On a 3 municipaux qui démissionnent en bloc, alors qu'ils sont finalement la majorité, et la chance de pouvoir décider et d'imposer leur point de vue. Donc, comment on explique cela ? Bien, c'est lié à
à la fonction de municipalité du syndic. C'est vrai que la loi sur les communes, même la Constitution dit le syndic coordonne l'activité des conseillers municipaux. Ce qui veut dire qu'il a un pouvoir, entre guillemets, prépondérant. Et c'est pas, on ne peut pas dire qu'il y a 3 contre 2, on ne peut pas être concentré en collégialité. Alors on sait que le syndic de bassin est une personnalité très forte. Moi j'ai envie de dire, le district, on a 47 enfants, puis il y a toujours un enfant un peu turbulent. Ben, on pourrait dire que DJ Laurie, c'est notre enfant turbulent, voilà. Du coup, comment vous le gérez, cet enfant turbulent? Difficilement, parce qu'il a du caractère. Alors, je trouve dommage de se trouver dans cette situation où il y a un forcing qui a été fait, un espèce de mini coup d'État, j'ai envie de dire. Mais on voit DJ Laurie comme il réagit. Il dit, moi, je n'ai pas de responsabilité, j'entends me défendre et puis de continuer mon travail de syndic. Donc, après, au peuple de choisir, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Merci pour ces précisions. Merci. Et puis maintenant, place à la fête avec le district de Nyon qui s'apprête justement à fêter un double événement. Tout d'abord, la 8e édition de la fête de la vigne, mais aussi de l'autre côté, la fête du district, le tout le 5 et le 6 octobre prochain. Donc, cette fête de la vigne, qu'est-ce qu'on a au programme? Un programme bien chargé sur 2 jours. Donc, on commence dès le vendredi soir avec l'ouverture de la fête, où là, on aura la chance d'avoir une parade de lanceurs de drapeaux, une trentaine acrobates et lanceurs de drapeaux qui défileront en ville de Nyon pour lancer les festivités de cette fête du district et de fête de la vigne. S'en suivra le spectacle gratuit Thierry Meury à 20h30 et divers concerts tout au long de la soirée, ainsi que bar et restauration pour le vendredi soir. Ça, c'est pour lancer tranquillement les festivités. Le gros des animations et des événements ont lieu vraiment le samedi, où là, on va vraiment fêter le district et fêter la vigne sur 2 places bien différentes en ville de Nyon. On va s'étendre. La place des Marronniers, où là, vous aurez la chance de découvrir la plus grande table d'hôte du district, comme on se prête à l'appeler. C'est-à-dire que dès le matin, un petit déjeuner sera concocté par les paysannes vaudoises. À partir de 11h30, on aura la chance de pouvoir déguster filet de perche et filet de cendre d'un lac sur cette même table. Et dès le soir venu, les alpages de notre district viendront concocter des mets au fromage très locaux plutôt, sous forme de malakoff fondu ou raclette. Ça, c'est plein de belles choses donc à déguster au programme. Et puis la fête du district, donc, elle est là pour fêter finalement les 10 ans du district qui serait organisé il y a 10 ans en accueillant les communes de la région de Nyon. Mais pourquoi avoir voulu vous associer à la fête de la vigne? Vous aviez peur qu'ils vous prennent toutes les personnes? Non, c'est la région de Rolle qui a adhéré au district et quelques communes du district d'Aubonne. Non, on avait marqué le coup de manière assez exceptionnelle il y a 10 ans. J'ai envie de dire 10 ans déjà, j'avais lu ça sur le bâtiment du gymnase, voilà, nous 10 ans déjà. Et c'était pour aussi fédérer les communes. Je crois qu'on a fait un beau travail en 10 ans. Vous savez que le district Nyon, il est assez critique, il est assez turbulent, on a vu ce qu'on disait avant. Et souvent, des résolutions sont votées. Et je me souviens qu'il y a 10 ans, on a voté une résolution pour avoir des transports publics performants. Et puis on se trouve maintenant, 10 ans plus tard, où il y a à nouveau une résolution qui a été votée à propos des reports de charges, RI3 et tout ça. Donc, ça sera intéressant, c'est de fédérer ces communes. Madame la conseillère d'État métro sera présente pour honorer de sa présence, pour marquer aussi son attachement à ce district. Et alors, c'était pas de la concurrence pour la fête de la vigne, parce que sachez que quand on a fait la fête il y a 10 ans, on avait décidé de planter une vigne, quelque chose de pérenne. Et voilà, il fallait trouver quelqu'un qui nous vendange la vigne. Et on avait trouvé la jeune chambre économique qui avait pris le relais. Puis maintenant, ils ont fait une petite association. Donc, c'est pour perdurer un peu cet événement. Alors, aussi, c'est important, ça sera de repartir. Ça, on a besoin de temps en temps de se retrouver. Alors, on va faire une belle fête des communes. D'ailleurs, elle joue bien le jeu. Vous savez qu'on a des régions dans le district, Arcé-Boiron, Terre-Sainte, Lac-Vignoble ou je ne sais plus laquelle maintenant. C'est pas grave. Voilà. Ils préparent les postes du rallye où la population pourra aller faire connaissance plus proche de ces régions et tout. Donc, une belle fête se prépare. Il n'y a pas de la concurrence, bien au contraire. Non, c'est un plaisir qu'on va organiser cette fête. Ouais. On sait que la fête de la vigne, évidemment, ça clôture la période des vendanges, une manière de faire la fête. Mais pourquoi c'est important, finalement, de garder ces traditions-là, selon vous? De mon point de vue, je pense que le terroir, la vigne et notre région est quand même un élément fédérateur. Et autant, des fois, pouvoir se retrouver, surtout sur ces moments-là, à l'entrée de l'automne, bien qu'il ne veuille pas encore pointer le bout de son nez, mais nous, on a toujours voulu faire une fête rassembleuse, fédératrice pour le district, autour de nos communes, de notre terroir. Je pense que ça, c'est des valeurs qui fédèrent toujours le monde et c'était très important pour nous de créer cet événement dans le temps et de pouvoir le perdurer.
On voit également, du côté de ces communes, voilà, l'évolution, elle est là depuis 10 ans. Quel regard est-ce que vous portez justement sur ce district de Nyon aujourd'hui? Qu'est-ce qui le caractérise? Alors, j'ai relevé des chiffres. Quand on a fait la fête il y a 10 ans, on avait 82 000 habitants. Et là, on a 100 500 ou 100 600. D'ailleurs, on va fêter la 100 millième habitante. On se réjouit de marquer. Donc, on est le 2e district du canton. Alors, c'est vrai que le district a évolué, bien entendu. Grâce au conseil régional, j'ai envie de dire, je parlais de ces résolutions pour les transports. C'est vrai qu'on a pu améliorer les transports publics. C'est qui est lié au conseil régional, mais on sent qu'il y a une petite défaillance actuellement. On sent que des communes veulent sortir. Donc, c'est important. Beaucoup s'en retirent justement. Elles peinent à trouver leur singularité. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous leur dites? Non, mais l'idée, c'est de rester fédérés. Justement, moi, j'étais heureux que ce district s'est bien construit avec des communes d'un autre secteur, du côté de Rolle et tout. Mais là, on a pu fédérer, c'était sympathique. Puis maintenant, on sent... on se replie un peu et je crois que la fête aura du bon pour redynamiser ces communes, leur dire non, restons unis, ensemble on est plus fort, j'ai envie de dire. Mais finalement, boire du vin, manger de la saucisse, ça suffit ça pour fédérer les communes et les rassembler? Non, mais nous sommes vaudois, ça fait partie des traditions. Moi je fais confiance aux communes pour se parler. Et de se fédérer. Je crois que... c'est un geste symbolique, bien entendu. Mais il faut se rappeler aussi, c'est que la vigne a été plantée par les communes. Il y a 47 lignes avec tous les cépages du district. Et puis, chaque année, c'est les membres des communes qui viennent vendanger. Donc, c'est aussi un geste symbolique. C'est leur vigne, c'est leur territoire, sur le territoire nyonnais, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a une manière, justement, Grégory Guay, de s'approprier ce territoire. Je crois qu'il y a aussi des dégustations de vin. Comment est-ce que vous essayez, finalement, d'apporter du modernisme dans ces journées-là? C'est un éternel recommencement. On se pose beaucoup de questions au comité qui fait pas mal de travail pour se pencher. Le but est d'ouvrir le programme aux plus larges populations possibles, c'est-à-dire pour fédérer justement toutes les couches de population du district. Donc on essaie d'avoir des animations et différentes choses qui peuvent convenir à tout le monde dans ce district. Il y a le rallye qui est beaucoup plus familial, qui commence dès le matin à 10h30. Donc on accueille une centaine d'équipes pour découvrir Nyon avec les postes qui sont concoctés par les communes. Donc ça permet d'avoir un côté beaucoup plus familial et autres, et de se retrouver calmement le matin entre amis. Après, différentes animations aussi musicales qui ont lieu tout au long de la journée, qui vont couvrir vraiment un spectre assez large de public qui pourrait se y retrouver dans notre programme. Messieurs, merci d'avoir été avec nous et donc bonne fête à vous. Merci. Profitez bien. Merci. Florian Cavalieri continue de balader sa caméra dans le bloc opératoire de l'hôpital de Nyon. Aujourd'hui, la série s'intéresse au métier d'infirmier anesthésiste. Le poste d'infirmier anesthésiste est l'une des professions hautement spécialisées du bloc opératoire. Cette fonction est essentielle. Sous la responsabilité du médecin anesthésiste, c'est lui qui a en charge la sécurité du patient dès le début et tout au long de son anesthésie jusqu'à son réveil. Mon métier, c'est d'assurer l'anesthésie en collaboration avec le médecin chef d'anesthésie qui est responsable du bloc et des anesthésies en général dans l'hôpital. On est dans la salle, à l'accueil du patient, à l'endormissement, à la surveillance et au réveil du patient jusqu'au transfert à la salle de réveil. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir aider des gens qui arrivent à la porte du bloc opératoire, anxieux, avec des douleurs, en urgence, avec peut-être des membres cassés, enfin voilà, quelque chose qui peut être très traumatisant dans la vie. Du calme et encore du calme, le tout allié à des nerfs d'acier. C'est l'infirmier anesthésiste qui a la lourde tâche de rassurer le patient lorsque le moment de l'opération approche. Vous l'aurez compris, le sens du relationnel est une qualité sine qua non pour qui veut exercer cette profession. Quelles sont les qualités pour faire un bon infirmier anesthésiste? Je dirais d'être calme, je pense, de bien se connaître, sa réaction aux différentes situations, d'être maîtriser son stress, et de savoir communiquer. Pendant le geste chirurgical et lorsque le bloc opératoire bourdonne, lui reste en retrait, car lorsque l'anesthésie est parfaitement exécutée, il exerce surtout un rôle de surveillance. C'est exactement ça. Quand je fais la formation d'anesthésie au CHUV, je me rappellerai toujours un des seniors qui nous enseignait disait toujours que une bonne anesthésie, une anesthésie bien faite,
Vous avez la personne qui est en salle, qui est assise sur sa chaise en fait. Ça veut dire que tout est contrôlé à l'avance, tout est anticipé, il n'y a pas de problème. Pour Thomas Coué, cette spécialisation est le graal du métier d'infirmier. Les gestes, il les a découverts tout simplement en salle, à l'occasion d'un stage pendant ses études. Passionné par ces techniques, il souhaite poursuivre sa formation pour pouvoir un jour les enseigner. Pour un infirmier, à mon avis, c'est le développement maximum qu'on peut avoir. Là, c'est un autre métier. On est tout le temps en salle au contact du patient. On a beaucoup de responsabilités, plus d'autonomie aussi. Les infirmiers anesthésistes sont courtisés par toutes les cliniques et groupes hospitaliers. Mais endormir les gens ne s'improvise pas. La formation de base d'infirmier en soins généraux dure 4 ans. Elle sera ensuite parachevée par 2 années post-diplôme qui déboucheront sur le titre d'expert en soins d'anesthésie diplômé. Et pour terminer, quelques dates à ne pas manquer. La SEIC et plusieurs partenaires de la région vous invitent au salon Come and Try sur le thème du bien-être et du confort de l'habitat. Rendez-vous les 28 et 29 septembre prochains à l'avenue du Mont-Blanc 24. Aux mêmes dates, les 28 et 29 septembre, la ville de Nyon vous invite à fêter le lancement du concours de l'urbanisme qui permettra de concevoir un espace public sur Pertan. De nombreuses animations gratuites vous y attendent, donc l'occasion d'y faire la fête et de profiter et de passer de bons moments. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur NRTV et bonne semaine à tous.